Bienvenue au Forum Économie Positive. Je suis tout à fait heureux de vous retrouver pour discuter de ces questions d'agriculture et d'alimentation. Et je voudrais peut-être partir de, au fond, une sorte de reconstruction historique pour comprendre le système alimentaire dont nous héritons. Et au fond, lorsque les systèmes alimentaires dont nous héritons ont été mis en place, dans les années 1950 et 1960, nous avions une compréhension de la question de la faim qui était, au fond, guidée par un souci, celui de réduire la population et d'augmenter la production alimentaire à tout prix pour faire face à une croissance démographique extrêmement forte. Paul Ehrlich publie en 1968 son livre sur la bombe démographique, et l'objectif a été, à partir de ce moment-là, d'augmenter la production pour faire face à des taux de croissance démographique très élevés, qui étaient à l'époque, c'est la période où ils étaient les plus importants, de 2,1% par an d'augmentation de la population, pratiquement le double de ce à quoi nous sommes arrivés aujourd'hui. Et si vous vous interrogez sur cette curieuse chute du taux de croissance démographique, c'est le résultat du grand bond en avant, 50 millions de morts en Chine en raison des grandes famines que cette initiative a causées. La réponse a été une réponse productiviste. On a augmenté la production par un mélange d'irrigation, de nouvelles variétés végétales, de mécanisation de la production, d'usage massif d'intrants, engrais chimiques et pesticides, pour augmenter la production dans des proportions extrêmement importantes qui sont largement supérieures à la croissance démographique elle-même, laquelle s'est progressivement atténuée. Alors, le système sur lequel nous avons débouché est cependant un système qui présente beaucoup de failles, beaucoup de déficits, et c'est ce que j'appelle le système de l'économie alimentaire low cost. On a mis l'accent sur la production de calories en grand volume pour rendre la nourriture abordable pour les grandes masses de la population, notamment dans les régions en développement, au prix de plusieurs externalités auxquelles le système alimentaire n'a pas été suffisamment attentif jusqu'à récemment. Cette économie alimentaire low cost se caractérise par des salaires très bas payés aux travailleurs agricoles et une rémunération très faible pour les producteurs, se caractérise par des subsides que l'on donne aux producteurs pour l'usage d'intrants et pour favoriser la production de grandes céréales en particulier, et on débouche sur un système qui a plusieurs conséquences dont on mesure aujourd'hui les aspects négatifs qui avaient été sous-estimés au cours des années 1950 et 1960. Aspects environnementaux d'abord, Isabelle Lefort y a fait allusion, une augmentation des gaz à effet de serre résultant de l'agriculture, j'y reviendrai, une dégradation des sols liée au développement des monocultures, une réduction de l'agrobiodiversité. Des impacts sociaux avec les petites exploitations familiales qui disparaissent face à un système de plus en plus compétitif mettant l'accent sur les économies d'échelle et où les grands acteurs au fond, sont les acteurs les plus soutenus et gagnants dans ce système qui s'est mis en place. Et enfin, des impacts importants en termes de santé publique. On a des régimes alimentaires qui favorisent l'accès à des calories bon marché, qui développent une dépendance sur les aliments fortement transformés, résultat du travail des entreprises agroalimentaires, mais au détriment de régimes alimentaires suffisamment sains, équilibrés, et comprenant des composantes suffisantes de produits frais. Et c'est au fond ce système dont nous héritons, et c'est un système qui aujourd'hui est particulièrement problématique du point de vue de ses impacts sur l'environnement. Cette représentation est bien connue, elle vient de Johan Rockström et de ses collaborateurs du Center for Resilience de l'université d'Oslo, et ils ont tenté de comprendre quels étaient les domaines dans lesquels notre mode de vie commençait de franchir des barrières écologiques. Et il est tout de même remarquable que trois de ces domaines, ou les trois domaines plus précisément dans lesquels nous sommes en train de franchir les seuils écologiques qu'ils identifient, sont liés à la manière dont l'agriculture, les systèmes agroalimentaires se sont développés. Le premier, auquel je reviendrai, c'est le changement climatique. Nous sommes largement au-delà déjà de ce que, en 2009, l'on pouvait accepter, et c'est un graphique de 2009. Le deuxième domaine, c'est celui de la perte de biodiversité. Nous sommes dans une situation où le développement des monocultures a réduit la gamme des plantes
qui sont cultivés et qui sont développés. Et finalement, c'est le cycle de l'azote qui est menacé, de même que le cycle des phosphates. Le cycle de l'azote, on retire de l'atmosphère des quantités beaucoup plus importantes d'azote pour la production d'engrais azotés, d'engrais chimiques, que nous n'en remettons par des processus naturels. Et donc, nous sommes dans une situation qui est insoutenable du point de vue environnemental. Alors, de ces différents dangers que l'agriculture est venue causer à l'environnement, le plus débattu est sans doute le changement climatique. Nous sommes, et nous le savons avec le plus récent rapport d'évaluation du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, nous sommes dans une situation où la température moyenne sur la surface du globe a augmenté de 0,8 degrés centigrades depuis le début de l'ère industrielle, ou depuis, pardonnez-moi, 1900. Ça peut paraître faible, mais en réalité, cette augmentation est beaucoup plus forte sur les continents que sur les océans, comme le montre cette carte du monde qui illustre que dans certaines régions qui sont continentales, on a une croissance de la température qui est beaucoup plus forte que sur les océans qui se réchauffent beaucoup moins vite. Les 0,8 degrés centigrades d'augmentation, c'est une moyenne pour l'ensemble de la surface du globe terrestre. Les conséquences sont considérables pour l'avenir de l'agriculture. Nous avons des projections qui montrent que dans le scénario qui se dessine, nous pourrions aller à une augmentation de température moyenne sans changement de cap radical au-delà des 4 degrés centigrades d'ici la fin du siècle. Et dans un scénario même relativement optimiste, nous allons assister à des chutes considérables de la productivité agricole. Cette carte que vous avez sous les yeux illustre ce danger face auquel nous allons devoir trouver des réponses. C'est au fond une carte qui réunit tout un ensemble de données, d'études sur les impacts sur la productivité agricole de l'augmentation de la température moyenne sur la surface du globe. Et on voit que dans beaucoup de régions tropicales, en particulier, les augmentations de température qu'on anticipe vont causer, d'ici 2080, des chutes de productivité agricole, parfois aux alentours de 30 ou 50% par rapport au niveau de productivité du début des années 2000. C'est donc des chutes de production auxquelles on va assister dans la plupart des régions du globe, notamment dans les régions qui sont déjà en situation d'insécurité alimentaire, et ceci alors même que la population, bien qu'elle croisse moins vite que par le passé, va continuer d'augmenter jusqu'à atteindre probablement un plafond aux alentours de 10 milliards de personnes autour de l'année 2080. Nous allons donc devoir nourrir un plus grand nombre de personnes avec une productivité agricole qui est au mieux stagnante, au pire qui va chuter de manière significative dans certaines régions du monde. Cette situation est effectivement inquiétante et elle l'est d'autant plus que l'agriculture productiviste telle qu'elle s'est développée, reposant sur des engrais chimiques, sur des monocultures, sur des technologies qui visent à industrialiser toujours davantage la production, est responsable de cette augmentation des gaz à effet de serre, de ce changement climatique dont elle est par ailleurs la première victime. Alors, le GIEC, dans un rapport de 2007, a estimé à 13% la part de l'agriculture dans les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. On peut se dire que c'est relativement faible, mais en réalité, si on inclut non seulement l'agriculture, mais aussi la transformation des matières premières agricoles, l'empaquetage, le conditionnement, la préservation de la chaîne de froid, le transport des intrants vers les champs, le transport des récoltes vers les lieux où elles sont transformées et ensuite distribuées vers les consommateurs, les systèmes agroalimentaires dans leur ensemble représentent sans doute près de 30% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. C'est considérable et c'est lié à l'évolution de nos manières de consommer et de produire. Cette famille de Caroline du Nord a montré à ce photographe ce qu'elle consommait pendant une semaine. Et ce sont des aliments tous fortement transformés, conservés pendant des longues périodes, empaquetés avec une énergie considérable qui est absorbée dans ce processus de conditionnement. Et bien entendu, ce régime alimentaire est infiniment plus nocif pour l'environnement que les régimes alimentaires traditionnels des populations dans les pays en développement
qui reposent sur l'agriculture paysanne, comme cette famille de paysans équatoriens. Alors, que faire par rapport à cette situation? Nous allons, Nicolas Bricasse et moi-même, en parler. Je voudrais simplement donner deux pistes ici. La première, c'est celle de l'agroécologie, qui est, vous le savez, une manière de concevoir l'agriculture que j'ai promue dans mon mandat de rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation des Nations Unies, et qui consiste simplement à reconstituer à l'échelle de l'exploitation agricole les mécanismes naturels de la nature, les complémentarités agro-sylvopastorales entre les plantes, les arbres et les animaux qui existent dans la nature. Par exemple, en matière de riziculture, nous avions longtemps pensé que la seule manière de booster la production de riz était de protéger le riz par des pesticides et de nourrir le riz par des fertilisants chimiques. En fait, en mettant des canards et des poissons dans les rizières, des paysans au Japon, en Bangladesh, en Inde, ont compris que les déjections des canards et des poissons pouvaient fertiliser les sols dans lesquels le riz prend sa tige, prend racine, et que par ailleurs la circulation des canards et des poissons dans l'eau des rizicultures permettait d'accélérer la croissance de la plante. Non seulement ils ont économisé en intrants, payant moins des intrants dont ils avaient moins besoin, mais en outre, ils ont augmenté la production. Les canards, par ailleurs, captent les insectes qui viennent menacer les plants de riz. Ils ont donc vu leur revenu augmenter de manière considérable. D'autres exemples d'agroécologie, c'est le fait d'avoir des polycultures, en mélangeant par exemple le maïs avec une herbe qui s'appelle le desmodium sur une même parcelle. Le desmodium écarte les insectes nocifs, les insectes ravageurs, permettant de limiter l'usage de pesticides tout en protégeant les plants de maïs et en augmentant par conséquent la production. En même temps, le desmodium protège le sol, l'humidité du sol et protège le sol des rayons de soleil qui risqueraient sinon de l'assécher, permettant d'utiliser moins d'irrigation. Donc l'agroécologie est la direction dans laquelle nous devons aller. Il y a différentes techniques agronomiques derrière lesquelles l'agroécologie peut se profiler. L'autre piste sur laquelle j'insiste, c'est celle de la relocalisation des systèmes agroalimentaires. En fait, beaucoup des problèmes que nous affrontons aujourd'hui sont liés à l'extension des chaînes qui relient les producteurs aux consommateurs finaux, à l'industrialisation, si vous voulez, qui va avec ceci. Et dans les pays en développement en particulier, les petits producteurs, les petits paysans ont été menacés par la concurrence de l'agriculture d'exportation. Cette agriculture d'exportation, le résultat des politiques publiques qui ont consisté à encourager les agriculteurs à produire du café, du cacao, de l'arachide, plutôt que de la patate douce, du mil ou du sorgho pour nourrir les populations locales, dans les pays en développement, cela a conduit à une concentration agraire entre les mains des quelques agriculteurs pouvant pratiquer une agriculture compétitive sur les marchés internationaux et intéressant les grands acheteurs de matières premières qui nous relient à ces producteurs du Sud. Ceci a accéléré la migration vers les villes. Les services publics des villes se trouvent aujourd'hui complètement débordés dans beaucoup de pays en développement, avec des bidonvilles qui se développent à grande vitesse dans ces mégalopoles. Et les pauvres dans les villes qui peuplent ces bidonvilles, on ne peut les nourrir qu'en important toujours plus sur les marchés locaux, faisant concurrence sur leurs propres marchés locaux aux paysans qui tentent de pénétrer ces marchés. Cette incapacité des agriculteurs à faire concurrence à ces importations venues des pays de l'OCDE a accéléré cette pauvreté rurale et a conduit à ce cycle de la faim dans les pays en développement. Il faut donc relocaliser, et ceci peut être fait notamment pour limiter la dépendance des pays pauvres sur les importations de denrées alimentaires. Ce graphique, qui est pratiquement le dernier que je vais utiliser, montre que la facture alimentaire a augmenté de 500%, étant multipliée par 6 pour les pays les moins avancés entre 1990 et 2008. On a donc vu exploser les factures alimentaires, les factures liées aux importations alimentaires pour ces pays, ce qui est paradoxal. Ce sont souvent des pays qui ont une majorité de leur population employée dans l'agriculture, et ce sont pourtant des pays qui ont développé une très forte dépendance sur les importations, étant donné l'improductivité de leurs propres agriculteurs. Alors, c'est vers ça qu'il faut aller, et nous avons exploré hier les différentes manières d'opérer cette transition vers l'agroécologie,
vers des systèmes agroalimentaires plus relocalisés. Un des exemples, je terminerai par là, c'est l'exemple que nous montre le Brésil. Vous avez ici le maire de Belo Horizonte au début des années 1990, Petros Ananias, qui, arrivé à la tête de la ville de Belo Horizonte, 4 millions d'habitants, a constaté qu'il y avait une très forte malnutrition infantile dans la ville de Belo Horizonte. Près de 20% des enfants étaient mal nourris. Et à côté de cela, il y avait des petits producteurs qui n'avaient pas accès au marché et par conséquent dont les revenus étaient insuffisants. Il fallait donc relier les favelas de Belo Horizonte aux producteurs locaux par un programme, par exemple, de cantine scolaire qui se fournit auprès des producteurs locaux en aliments frais, en permettant d'améliorer la nutrition de ces enfants tout en donnant des débouchés aux agriculteurs locaux. Et c'est cela et bien d'autres mesures encore qui ont été prises à Belo Horizonte pour reconstituer un système agroalimentaire local, redéfinir des liens étroits entre la ville et les campagnes. C'est vers cela que nous allons, c'est vers cela que, j'espère, nous pourrons progresser dans les années qui viennent. Et c'est avec très grand plaisir que je voudrais, à présent, avec mon ami Nicolas Bricas, discuter de ces questions avec vous. Je vous remercie.